le vlogmas, donc le weekly vlogmas du coup 2. Donc c'est parti, on est le 7 et on va ouvrir la première case du coup du calendrier de l'Avent, livresque que j'ai fait avec Cynthia de Sissi la Boxfer. Et on voyait à travers le craft, donc je savais déjà que ça allait être, mais j'en suis très contente quand même. Et voici le deuxième tome de Nana. Ça veut dire que j'ai le premier? Non, je sais pas. Donc, faut que je regarde, mais du coup, elle m'a offert le tome 2. Peut-être qu'elle a que trouvé celui-ci. Ou alors peut-être que le 1 a quelque part d'autre dans le calendrier de l'Avent. Mais je suis très contente. Bon, là, vous n'allez pas le voir, mais j'ai un des personnages tatoués. J'ai celle-ci, j'ai Nana qui est tatouée sur le bras. Donc oui, c'est une saga qui me tient particulièrement à cœur. C'est une saga qui a bercé mon adolescence. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui vont se rencontrer dans le train. Toutes les deux s'appellent Nana et sont nées à la même année. Je ne sais plus si c'est exactement le même anniversaire ou pas, mais bref. Et du coup, elles ont deux vies, deux comportements diamétralement opposés. Celle-ci, c'est une musicienne qui fait partie d'un groupe justement de rock et qui a une vie un peu sexe, drogue et rock'n'roll. Et à l'inverse, celle-ci, c'est une jeune femme. Je ne sais plus ce qu'elle fait comme métier, mais elle a un métier assez rangé, pas comptabilité, mais quelque chose de très classique. Mais comme vous pouvez le voir, par contre, elle est beaucoup plus sociale, extravertie, rieuse et tout ça. Donc les deux jeunes femmes vont se rencontrer, vont s'apprécier et vont finir par faire une coloc. Et leurs deux univers vont se rencontrer. C'est assez génial. Franchement, allez-y, foncez. C'est un peu vieux, donc voilà, c'est un graphisme de l'époque. Mais franchement, c'est trop chouette. Je vous le conseille vivement. Et c'est cette nana-là que j'ai sur la punk rock'n'roll, parce que moi, ça me correspond un petit peu plus quand même. J'espère que le son va bien se passer, parce qu'encore une fois, on est en plein automne, et sur mon île, malheureusement, c'est souvent la tempête. Donc là, j'ai dû fermer les volets pour qu'il n'y ait pas trop de bruit, et puis du coup, j'ai mis la ring light, mais j'espère que niveau son et lumière, ça peut aller. Et donc, je voulais vous parler aussi de ce que j'ai reçu et directement lu. Je les ai reçus dans la semaine, et je vous avoue que je les ai tous dévorés hier soir. Donc, comme j'étais en train de monter le vlog, je les ai pas mis dans le jour 6, mais du coup je vais vous en parler dans ce jour là, ce jour 7. Je commence d'abord avec Vampire Night, que vous devez commencer à connaître maintenant si vous me suivez depuis un petit moment. Voilà, je me suis pris le tome 8 en parfaite diction, donc il y a deux tomes de la saga originale dans cette version là. Donc on est, je sais plus, au 16 et 17 ou 15 et 16. Pour ceux qui ne connaissent pas Vampire Night, on est sur l'histoire de cette jeune fille Yuki qui à 10 ans a été sauvée par un vampire d'une attaque d'un autre vampire et qui a été confiée du coup à un institut assez particulier avec une day class et une night class, une classe de jour et une classe de nuit, mais les humains ne sont pas au courant de l'existence des vampires. Et elle a un frère adoptif, Zéro, qui lui à l'inverse vient d'une famille de chasseurs de vampires qui a été exterminée et lui du coup il voue une haine pour les vampires, mais comme elle a été sauvée par un, elle a un peu cette ambivalence de finalement les vampires sont pas tous méchants, et donc on va suivre leur histoire à tous les trois, parce qu'on va suivre du coup aussi le vampire qui l'a sauvée elle. C'est un triangle amoureux à l'ancienne, avec des intrigues à l'ancienne, et voilà, les complots là, je vous avoue que quand j'ai lu là, j'en avais marre. J'ai envie de vous dire, normalement c'est bientôt la fin, parce que je crois qu'à la base il n'y a que 19 tomes. Donc si je ne me trompe pas, 8 et 8, 16, il me reste que 3 tomes. Donc, enfin en tout cas 3 tomes originaux ou 2 tomes originaux, et du coup là il me resterait que normalement le prochain tome, le tome 9, et la saga serait finie. Et heureusement, parce que là je commence à en avoir marre, et j'aimerais qu'on abrège s'il vous plaît. Mais bon, c'est une grosse vibe, nostalgie, quand j'étais au collège et tout, j'adorais ça, donc bon voilà, on continue. Mais sinon dans les autres choses que j'ai reçues aussi, enfin j'avais fait une masse critique Babelio, donc je devais le recevoir en début du mois de novembre et je ne l'ai reçu que maintenant, début décembre. Donc bon, je l'ai lu directement. Je vais vite aller faire d'ailleurs une critique sur Babelio, comme ça sera réglé. Donc Back from Isekai, l'histoire c'est un jeune homme qui a été aspiré dans un autre monde et qui du coup est devenu un super héros dans ce monde-là parce que il a tué le roi des démons. Et il revient dans le monde originel, le nôtre, où c'est un jeune lycéen qui se fait harceler et tout. Sauf que du coup, il revient avec les pouvoirs qu'il a gagnés en tant que héros et eh bien, il va rencontrer ces deux jeunes femmes qui semblent, elle, être une chasseuse de démons et elle, alors c'est une Miko que ça s'appelle. C'est, vous savez, dans les temples un peu à la japonaise, celle qui justement met des espèces de trucs là pour
dégager les fantômes, les malédictions et tous ces trucs-là. Donc il va rencontrer ces deux jeunes filles et il va se rendre compte que finalement le monde réel a aussi sa part de démons et de créatures comme ça, donc il va peut-être les aider pour... vu qu'il a des pouvoirs de héros, voilà. C'est que le tome 1, donc je vous avoue que c'est surtout très introductif, justement on nous explique qui il est, comment il en est là, je vous avoue que le héros m'agace profondément parce que on est sur le cliché d'un adolescent qui s'en fout d'elle parce qu'elle a des petits seins et préfère elle parce qu'elle a des gros nimards. Elle est très clairement un petit peu faux folle, mais à fond dans son rôle de démon, je sais plus comment c'est dit, démoniste ou je sais plus quoi. Enfin, il y a une espèce de concours entre les deux parce que elles veulent être la plus forte l'une de l'autre. Elle a une famille un peu spéciale, donc elle risque d'être sacrifiée si elle devient pas plus forte. Mais en même temps, elle est très arrogante, très prétentieuse et tout. Enfin, bref. Les caractères des personnages sont vraiment pas du tout ce que j'aime. Donc je l'ai lu, mais je vais faire une critique basique parce que c'est un genre de shonen assez classique, mais je pense pas que je continuerai parce que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Je continue dans mes lectures avec Mademoiselle Lapine et le grand méchant léopard, le tome 2. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 parce que je trouvais très chou les graphiques, franchement on adore ce genre là, un peu en mode webtoon, et je l'avais trouvé très doux, très chou et en même temps assez drôle. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait partie... là on est dans un monde où il y a des humains-garous en gros. Tout le monde fait partie d'un clan. Il y a d'à côté les lapins-garous comme elle, il y a comme lui les léopards-garous, il y a les loups-garous, les lions-garous, les hyènes-garous, bref, tout le monde fait partie d'un clan comme ça. Sauf que normalement, tu nais sous ta forme de garou, donc là en l'occurrence de lapin, et à tes 3 ou 4 ans, selon ta puissance, eh bien, tu te transformes en humain. Et après, tu peux vivre en tant qu'humain comme ça et te métamorphoser comme tu veux. Le problème, c'est que elle, c'est une héritière du clan du chef des lapins-garous, mais elle n'a jamais réussi à se transformer en humaine et elle a 18 ans. Donc sa famille en a marre, ils vont l'expulser dans une forêt et eh bien ils vont l'espérer qu'elle se fasse manger par justement un des prédateurs, sans qu'elle soit recueillie par lui, qui est l'héritier de la dynastie justement des léopards-garous, et qui va très bien comprendre que ce n'est pas une lapine comme les autres, et il va la prendre sous son aile et il va la menacer justement plusieurs fois pour la mettre dans ses limites, dans ses retranchements, pour qu'elle se transforme en humaine. Et il se rend bien compte qu'elle ne se transforme pas en humaine. Donc, même s'il a compris que c'est une lapine-garou, il va avoir une relation comme ça qu'on pourrait croire toxique, mais je crois pas que c'est toxique. En fait, justement, c'est qu'il fait exprès d'être méchant parce qu'il sait que, en gros, les émotions et tout va la faire déclencher sa transformation et qu'elle va enfin pouvoir être une humaine. Mais vous allez voir dans ce tome ce qui va enfin pouvoir se passer, et je vous avoue j'étais très contente, et voilà, justement parce qu'il y a des petits non-dits, des petits secrets entre eux pour le moment, puisque ils ne se connaissent pas, ils apprennent juste à se connaître dans le tome 1, et là on commence à avoir justement des révélations qui se font un petit peu plus, et c'est très chouette. Donc j'ai très hâte maintenant de lire le tome 3, je veux absolument lire la suite. A l'inverse, celui-ci, le tome 6, Seule la mort attend la Vivienne, que j'attendais avec impatience, où j'étais un petit peu plus ventre mou. On est sur un webtoon assez classique, hein, pour le coup. On est sur cette jeune fille qui jouait à un jeu vidéo qu'elle adorait. Elle l'a joué dans tous les modes possibles, sauf pour le moment le mode difficile. Et quand elle va enclencher le mode difficile, eh bien, elle va être aspirée dedans. Elle joue pas la protagoniste, mais elle joue la méchante. Pénélope Eckart, je crois que c'est ça, la fille adoptive d'un, je sais plus quel titre de noblesse, un duc, je sais plus trop quoi. Mais le problème, c'est que, eh bien, c'est une peste. Et donc là, quand elle se réincarne dedans, elle va changer son comportement du tout au tout, parce qu'elle sait que si elle continue à faire ça, à la fin du jeu, elle va mourir. Donc elle essaye de changer, puisque c'est un espèce de jeu de séduction, un espèce d'onotome game. Un peu, vous savez, comme moi j'ai joué à une époque Amour sucré, ce genre-là. Donc du coup, elle change son comportement pour que le l'œuvomètre au-dessus des personnages change aussi et soit moins susceptible de se faire tuer à la fin du jeu. Là, je vous avoue que dans ce tome-là, même si graphiquement on est toujours sur quelque chose de génial, que je trouve très beau, je trouvais que c'était un peu un ventre mou. On est sur un tome intermédiaire. Ah oui, il y avait par contre 2 marque-pages, j'étais trop choquée de voir ça, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, voilà, je vous y disais, on est dans un espèce de ventre mou. Bon, il y a une espèce d'action, une espèce de quête à la fin que du coup relance un petit peu l'intrigue. Mais ouais, sur les 3/4 du truc, j'étais un peu en mode on se fait chier les gars. Et donc du coup, on a aussi le lovomètre qui augmente ou qui pour moi il fait que augmenter avec les gars. Et pour le moment, il y a un de mes personnages qui j'avoue, voilà, commence à de faire plus en plus faire passer la balance, parce qu'on a un esclave, on a le prince empereur, on a un duc ou un marquis, je sais plus trop quoi là, Winter je sais pas quoi, on a son faux frère adoptif, et moi j'avoue que le prince héritier il est hyper bourru, hyper relou, mais qu'est-ce que je l'adore dans ses répliques. Moi c'est lui
mon crush pour le moment, parmi tous les gars auxquels elle peut s'intéresser. Parce que voilà, c'est le cliché du gars qui est assez brut et tout, mais qui finalement on découvre qu'il a été tout seul. Donc c'est normal qu'il ait pas trop les codes et qu'il envoie chier un peu tout le monde. Donc moi je suis pour lui, franchement. Je l'aime bien, ce petit gars. Je sais pas si vous l'entendez, mais là, le vent se lève grave de ouf. Donc, je pense que je vais arrêter de filmer là pour ce matin. Je vais vous emmener peut-être là. Je suis grave à la bourre, j'ai toujours pas fait mon sapin. Enfin, j'ai monté le sapin, mais j'ai pas mis les décorations dedans. Donc, il va falloir que je fasse ça aujourd'hui. Que je fasse le sapin, que peut-être que je me mette à lire les mythiques aussi, que j'ai toujours pas avancé. Je vais aussi peut-être filmer un petit peu des captures justement pour montrer les réceptions que j'ai eues, pour pré-filmer un petit peu pour le book haul qui sera à la fin du mois. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de petits trucs à faire. Donc évidemment, je vais vous prendre avec moi tout au long de la journée. Mais je vous avoue que là, ce temps-là, ça me... J'ai peur, parce que là, j'ai un micro, donc j'essaye de parler près pour que vous entendiez ce que je dis, mais j'ai surtout peur que vous entendiez toutes les bourrasques de vent qu'on a derrière. Mais bon, de manière, il n'y a pas le choix. Bonjour. Je viens littéralement juste de me réveiller. Ça va être bien. Un petit chocolat chaud là. En cette période, c'est parfait. En plus, je suis dans mon premier jour de la période du mois, donc comment vous dire qu'aujourd'hui, ça va être une journée, à mon avis, très calme, très chill. Je vais la passer devant YouTube, devant des petits téléfilms de Noël. Ça y est, je m'y suis remis parce que j'en avais regardé plein pendant 15 jours au mois de novembre. Et là, depuis le début décembre, j'arrivais pas à me remettre dans le délire et tout. D'ailleurs, j'ai pas encore lu de romance de Noël au mois de décembre, à part ce que je vais vous montrer juste après. Et du coup, j'étais en mode, mais Hello, t'es complètement décalée en fait. En novembre, t'as regardé plein de romances de Noël et tout. T'en as lu aussi. Mais décembre, non. Donc là, hier soir, je me suis un petit peu bougé les fesses et j'en ai regardé 2 du coup sur Netflix. Donc je pense que ça y est, je vais réussir à me remettre dans le mood. Mais voilà, là, aujourd'hui, de toute manière, ça va être cocooning parce que ça va pas être une journée super joyeuse. Mais avant ça, on ouvre le calendrier, case numéro 8. À la taille, je suppute que c'est un manga. On ouvre ça tout de suite. Oui! Et c'est encore une suite. C'est le tome 10 de Keishu Yametsama. Et je me rends compte que quand j'ai eu le tome 9, je vous ai pas parlé de quoi ça parle. On est sur l'histoire de cette jeune fille. C'est Misaki ou Misaka? J'ai un doute maintenant. Qui est une jeune femme qui est la présidente du bureau des élèves dans un collège ou lycée un petit peu particulier, parce qu'avant en fait c'était un lycée de garçons et désormais il est ouvert aux filles, mais il y en a très peu. Et donc il y a encore cette loi de l'homme est le plus fort, très patriarcale, mais elle, comme justement elle est la présidente des élèves, et bien elle compte bien justement les massacrer. Et par exemple quand elle découvre dans un casier de garçons un livre X, et ben elle le punit, elle le massacre, elle le pourrit, enfin bref. Et elle est en compétition avec le premier d'école justement pour devenir la première de l'école. Ils sont toujours en train de chamailler pour avoir la première place dans toutes les matières et dans toutes les activités.
Jusqu'au jour où ce garçon, qui est évidemment le garçon populaire, qui lui réussit tout, qui est très riche et tout, découvre que justement Misaki, si je crois que c'est Misaki, elle vient en parallèle justement, elle vient d'une famille pauvre et donc pour aider ses parents à financer ses études, elle travaille dans un maid coffee et donc du coup elle est habillée, vous savez là, en petite servante. Et donc du coup lui découvrir que la présidente qui est insupportable et qui castre tous les hommes, va dans un café où elle appelle les hommes maîtres, et bien il va jouer de ce secret justement pour petit à petit se rapprocher d'elle et on va avoir une relation comme ça amoureuse qui va naître, mais c'est très slow burn, hein, je vous explique pas le bordel. Donc voilà, c'est un petit manga à l'ancienne que j'aime beaucoup. Il faudrait que je me les refasse d'ailleurs, il faudrait que je les relise parce que c'est très très cool. Je vous respecte même pas, j'ai même pas pris le temps de me coiffer, rien du tout. Ensuite, on va pouvoir ouvrir le calendrier. Enfin, c'est pas un calendrier, mais vous m'avez compris. Leaves and Clouds. J'arrive pas à l'ouvrir celui-là. Hop là. Toujours la même forme. Mais l'odeur est plus particulière. Citrouille aux épices. J'arrive pas trop à sentir... Ouais. Non, je sais pas. Je suis perplexe pour celle-là. Ça sent bon. Mais... Jaffna, ouais. Je suis pas emballée par celle-là. Après moi, tout ce qui est citrouille, peigne de paille et tout, c'est vrai que de base, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais là, justement, je ressens pas cette odeur en général qui est très prononcée, ce qui est de la cannelle en général dans le pumpkin pie. Et là, je la sens pas beaucoup. Et du coup, hier soir, j'ai réussi à lire, enfin hier après-midi plutôt. Donc j'ai lu Secret Santa, que je viens tout juste de recevoir et d'acheter. Mais du coup, aussitôt reçu, aussitôt lu, comme ça il va pas traîner longtemps dans ma palle. De Alicia Garnier, du coup c'est de l'auto-édition, c'est le premier tome de Reed et Holly. Là je l'ai pris moi dans sa version relayée parce que les petites nouvelles comme ça, je commence à en avoir une petite collection juste en dessous là, vous les voyez pas, mais je préfère les avoir dans cette version là, même si ça coûte un petit peu plus cher. On est sur l'histoire justement de Holly, qui est une jeune femme qui travaille dans une entreprise depuis, je sais plus, 7 ans. Et là, elle vient de devenir cette année chef de comptabilité. Elle a surtout un ennemi juré, puisque quand elle est arrivée il y a 7 ans, elle est arrivée avec un autre type, Reed, qui lui travaille dans un autre service. Et il lui a fait une réflexion, en fait, comme quoi il n'y a que, franchement, les provinciardes qui viennent en vélo, parce que là, je crois que ça se passe à New York. Mais plus personne ne vient en vélo maintenant. Et depuis, en fait, les deux se vouent une haine, enfin, pas une haine, mais ils se lancent des piques à tout l'arigot. Ce sont les meilleurs ennemis. Donc voilà. Ils se font énormément de crasse tous les deux. Et là, on arrive 7 ans plus tard. Et une de ses collègues avec qui elle s'entend très bien lui dit qu'elle en a marre parce qu'elle n'arrive pas justement à avoir les chiffres du département de Reed. Donc elle, maintenant qu'elle a ce nouveau statut de chef, elle va être très contente de pouvoir aller voir Reed et lui dire écoute, maintenant t'arrêtes de faire tes conneries, sinon je te sucre ton salaire, puisque c'est elle qui fait la compta. Donc si elle n'envoie pas les chèques, ils vont tous pas avoir d'argent. Ce qui va produire qu'il va rester plus tard, faire des heures supplémentaires et la retrouver dans son bureau et lui donner les chiffres de la compta. Mais il va y avoir une panne d'électricité et ils vont se retrouver enfermés dans le bureau. Et je vous dis pas la suite, mais vous avez compris, c'est de la romance, c'est de l'esprit de Noël. Et là, c'est le premier tome parce qu'en fait, elle a fait un tome à chaque saison. Le deuxième, c'est sur le printemps, Pâques. Le troisième, c'est sur le summer break en été. Et le quatrième, le dernier, c'est Pumpkin, donc c'est l'automne. Donc voilà, j'ai très hâte, je vais pouvoir m'en lire un à chaque saison comme ça. Franchement, c'est trop chouette. Et découvrir un petit peu justement leur histoire tout au long de ces tomes. Donc franchement, c'est très cool, je vous le conseille. Donc comme le dit le programme du jour, à mon avis, ça va être très chill. Ça va être petit chocolat chaud. Ça va être pour survivre des Kinder. Oui, désolé, on est comme ça nous. Et puis, je pense que je vais regarder pas mal de vidéos sur YouTube. Je vais essayer de me faire des petits téléfilms de Noël aussi, un petit peu sur Netflix, voir les derniers qu'ils ont sortis. Et de toute manière, à la fin de la journée, j'ai un call avec Cynthia pour notre dernier tome, notre tome 3, où il faut qu'on change tout le plan. Et donc voilà, je vais avoir ce call-là professionnel à faire avec elle.
Hey, bien le bonjour, nous sommes le 9. Comme hier, on reprend petit chocolat chaud pour bien démarrer la journée. Cette fois-ci, j'ai sorti un mug de circonstance, un mug d'hiver et de Noël, parce que ça y est, il fallait sortir. J'ai hésité à les sortir et puis finalement aussi, j'en ai sorti 2. Et comme ça, je les ai lavés et je vais pouvoir les utiliser pour avoir le mug de circonstance. Voilà, je suis très contente. J'espère que vous allez bien. Et on va tout de suite ouvrir la prochaine case qui est la case numéro 9. La taille c'est un manga. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois un peu à travers à cause du craft que Sissi utilise. Donc je sais déjà ce que c'est. Et j'en suis très contente. Parce que c'est la suite encore de Bride Story. Donc je vous en ai déjà parlé. On est sur plutôt historique, avec un mariage arrangé entre 2 personnes à la base, entre Amir et je sais plus trop qui, une jeune femme de 20 ans et un jeune garçon de 12-14 ans. Mais comme je vous ai dit, des fois on change aussi, on va voir d'autres points de vue. Et là justement c'est une jeune femme qui s'est mariée plusieurs fois, mais à chaque fois ses maris décèdent. Et donc du coup ils sont emmerdés parce qu'ils savent pas trop quoi faire de cette femme qui n'est officiellement plus une jeune femme vierge à marier, et puis en même temps elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu de trucs et tout. Donc voilà. Et on va rencontrer un jeune aristocrate anglais, si je ne m'abuse, qui justement fait le tour du monde et va être un peu le lien entre toutes ces histoires, puisque du coup il va rencontrer petit à petit au fil de son voyage aussi pas mal des héros et héroïnes qu'on suit. Donc voilà, très cool et je suis très contente, ça y est, j'ai la suite. Et en plus, ça n'ira pas dans ma palle, encore une fois, ça va directement dans ma bibliothèque, donc ça, on adore. Je dois vous avouer que je suis assez contente de moi parce que ce week-end, j'ai réussi à regarder pas mal de petites romances de Noël. Je crois que j'en ai regardé 3 ou 4. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup par rapport à mon rendement du début du mois de décembre. Donc voilà, je pense que je vais m'y remettre petit à petit. Et j'ai eu mon call avec Cynthia qui a duré 1h30, je crois. Ouais, une bonne heure et demie. Et du coup, on a pu bien refaire tout notre plan, restructurer ce qu'on voulait faire pour notre tome 3. Et voilà, je suis contente, je vais pouvoir bosser dessus un petit peu là pendant les 15 prochains jours. En attendant que mon manuscrit de Romantaisie Dragon revienne dans mes mains avec la correction de la correctrice, je vais pouvoir travailler sur autre chose. Et aussi, je voulais vous dire que hier soir, eh bien, j'ai lu le tome 20, le tome 21 et le tome 22 de Mythique. Donc ça y est, je suis à jour. Je vais pouvoir les rendre à la médiathèque. Pour ceux qui ne connaissent pas Mythique, on est sur l'histoire... Alors, est-ce qu'on va les avoir? Oh, allez, il y en a plein. On est sur l'histoire de... Est-ce qu'on a le truc avec tous les mecs? Ouais. Vous voyez, là, en fait, à la base, on a un tome à chaque fois qui nous présente les héros. Et après, on va avoir des tomes où on a pas des duels, mais voilà, des petites relations qui vont se tisser différentes entre les héros. Donc, on a ces mythiques-là, qui sont des jeunes gens qui, en fait, sont des descendants de héros. Donc, on a le descendant de Freya, le descendant de Horus, l'Indien, je sais plus c'est qui. On a les descendants de Héraclès, de Quetzalcoatl. Enfin, bref, vous voyez, il y en a différentes mythologies qui sont traversées. Donc, c'est pas mal du tout. Ça permet d'apprendre aussi, justement. Voilà, vous avez ici du coup les héros avec leur origine. Hop. Et du coup, on a plusieurs arcs. On a un premier arc que vous pouvez voir jusqu'au 10, du coup, où on a nos jeunes gens qui découvrent leur pouvoir et qui découvrent du coup comment sauver le monde. Après, on a un nouvel arc où on a les 7 péchés capitaux qui arrivent à peu près jusqu'au 19, je vous en ai parlé d'ailleurs. Et donc là, eux, on les voit avec comment affronter ces vices-là de l'humanité. Et là, à partir du tome 19, on a un nouvel arc avec des nouveaux héros, les titans, que vous voyez ici. Donc là, on a, je ne sais plus, Océanide. Là, on a, c'est quoi, c'est Chronos. Et puis là, on a, oh, je ne sais plus c'est quoi, elle. Mais bref, vous voyez, du coup, les héros affrontent de nouveaux héros parce que, en gros, il y a une petite guerre, une petite compétition entre ces deux-là. C'est cool, c'est de la jeunesse, mais je vous avoue que j'avais un peu peur en lisant justement le tome 19 et 20, parce que je me disais, voilà, allez, on repart dans un nouvel arc, ce serait bien d'arrêter d'étirer, et je pense que je vais finir cet arc-là, parce que je suis curieuse de savoir comment ça va se finir et quel message de fin ils vont vouloir donner, mais après cet arc-là, s'ils en refont un autre, je n'irai pas la suite, parce que ce sera pour moi trop long, de mauvais goût, d'un moment, il faut s'arrêter.
Je n'ai pas avancé sur ma lecture en cours de hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau. J'arrive pas à me mettre dans les romans là en ce moment. Donc voilà. Là, je pense que je vais checker un peu sur YouTube. Je vais peut-être faire aussi un peu du dérochage de mon téléphone. Commencer à faire un petit peu de montage. J'aimerais me mettre sur la bêta lecture d'une amie elle m'avait dit qu'il fallait que je me dépêche jusqu'à cette date-là pour faire la moitié. Et qu'après l'autre, c'était pas grave parce qu'elle fait le concours Fixia. Et puis moi, il faudrait, comme je vous ai dit, que je m'attelle à notre tome 3 avec Cynthia. Voir ce que je peux faire, ce que je peux avancer. Voilà, donc le petit programme du jour. Je sais pas si je vais réussir à tout faire parce que là on est sur le 2e jour de règles. Très abondant. Donc voilà, un petit peu fatiguée. Mais on va essayer quand même d'avancer un petit peu dans notre to-do list parce que il faut qu'on soit quand même un minimum productif. Coucou, la luminosité est dégueulasse, donc j'ai mis ma ring light, regardez ce que ça fait si je la mets pas. Comment donc voilà, je la mets comme ça, je pense que c'est un petit peu mieux. On est toujours avec le petit chocolat chaud parce qu'on est toujours en période de menstruation. C'est un plaisir que voilà, on va hiberner, c'est pas grave. Et puis on va attendre que ce moment passe, comme dirait l'autre. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du calendrier de l'Avent. Et comme vous pouvez le voir, c'est un gros bébé, la case 10. On parie sur un brochet. Et encore une fois, le craft est transparent. Et au vu des couleurs, qui sont, vous voyez pas, mais noir et rouge, je suppute que c'est Phobos. On le sent comme ça, là. C'est le tome 3 de Phobos de Victor Dixen, dans mes auteurs, si ce n'est l'auteur français qui m'ont préféré pour le moment. Tout ce que j'ai lu de lui, j'ai adoré. Ils sont juste ici. Vous avez les Phobos, les Vampiria, Extincta, Cogito et les Vampiria America aussi qui sont là. Les Phobos, je les ai tous lus, hein, même le 4 et même les origines. C'est juste que je les ai lus en numérique ou en audio, je sais plus. Et du coup, je les ai pas en physique. Et du coup, je lui ai mis dans ma wishlist du calendrier de l'Avent que j'aimerais bien les avoir en physique parce qu'en effet, je compte bien faire la collection totale de notre chère amie Vivi, comme on l'appelle nous, parce que c'est vrai qu'on adore ce qu'il fait. J'ai pas encore lu l'agence Perdito qui vient de sortir cette année, donc je sais pas ce que ça donne, mais pour le coup, c'est plus du jeunesse, de ce que j'ai compris. On est sur une revisite du conte des légendes des croque-mitaines. Donc voilà, mais en tout cas, tout ce qu'il fait au niveau de la SF et du fantastique, pour le moment, ça me plaît énormément. Je crois qu'il y en a un que j'ai pas lu, c'est Animale, un truc comme ça, qui est une vieille parution que j'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte de continuer à le lire. Bien que celle-ci, j'ai déjà fini et je vous la conseille si vous aimez tout ce qui est young adulte, SF. On est sur en fait une télé-réalité. On va envoyer 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons sur Mars. Donc du coup, ça va prendre énormément de temps. Donc on va faire des speed dating pour qu'ils deviennent les pionniers de Mars, puisqu'il y a toute une installation pour que l'homme aille vivre sur Mars. Et on va faire une espèce de télé-réalité sur ça, sauf que ça va bien plus loin que ça, parce qu'on se rend compte de la noirceur de l'homme, tout simplement, à base de complot et tout ça. C'est pas super romantique et super chouette. Ouh, j'ai ma voix qui part en déraillage là. Donc voilà, très contente de la voir. Je voulais montrer hier, j'ai pas mal avancé sur notre manuscrit avec Cynthia. J'ai décalé pas mal de choses que j'avais déjà programmées et je nous ai refait un chapitre 2 des familles comme j'aime. Je l'ai bien tout réécrit. Donc aujourd'hui, je pense que je vais continuer. Je vais me tabler sur le chapitre 4. Si vous ne savez pas de quoi je parle, avec Cynthia de Cécile la Booksphère, on écrit une trilogie en fait avec des tomes compagnons. Ça s'appelle Salem's Love Story. La première se passe à Halloween à Salem. La deuxième se passe à Noël, toujours à Salem, et la troisième se passe toujours à Salem, mais c'est la Saint-Valentin, et on suit en fait des couples différents à chaque fois.
Donc voilà, le premier tome est écrit, d'ailleurs il est publié. Si ça vous intéresse, la romance d'Halloween, même si c'est plus trop la période, eh bien vous pourrez avoir le lien en barre de description. Le premier jet du tome 2 est déjà terminé, donc là, il va falloir qu'on l'envoie en bêta lecture et tout ça, tout ça. Et là, du coup, on s'attelle au tome 3, que moi j'avais bien commencé, mais qu'on a dit qu'il fallait qu'on révise, parce qu'au final, on n'a pas assez de signes. Donc, dimanche soir, on s'est fait un call, comme vous avez dû le voir, et puis on a refait un plan des familles avec bien tout ce qu'il faut. Et là, donc, du coup, je me remets à l'écriture du premier jet. Donc, les objectifs du jour, c'est ça. C'est écriture, du coup, pour moi, du chapitre 4 de Scott. J'aimerais bien lire, mais je ne sais pas quoi je vais lire. Et puis, peut-être faire la bêta, je sais pas, de Juliette, parce que je voulais la faire hier, mais au final, dans l'état catastrophique que j'étais, déjà j'ai écrit, c'est pas mal. Donc on va voir, le programme du jour est plus qu'incertain. En sachant que nous sommes mardi, donc ce soir, enfin cet après-midi, en plus il va y avoir mes nièces qui vont débarquer. Donc ça risque d'être pas très très productif, tout ça. Mais je n'oublie pas de vous parler de ce que j'ai fait aussi hier soir. Hier soir, eh bien j'ai lu quand même un petit peu. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de... Alors comment ça se prononce? Kami-sama School. On est sur un monde où il existe des personnes avec des pouvoirs. Et donc du coup, ces personnes-là sont privilégiées selon leur stade de pouvoir. Elles sont considérées comme des kami, des êtres supérieurs ou des divinités. Donc un peu en mode My Hero Academia si vous voulez. Cette jeune fille, elle a un frère jumeau, si je ne me trompe pas, qui a quelques pouvoirs mais qui sont très faibles. Et elle n'a absolument aucun pouvoir, mais elle vit dans un sanctuaire et elle trouve ça dommage parce qu'il y a 5 ans, leur grand-mère est morte, c'était la divinité de ce sanctuaire. Et depuis, du coup, il n'y a plus aucun fidèle, il n'y a plus personne qui vient dans ce sanctuaire et ce sanctuaire est un petit peu à l'abandon. Jusqu'au jour où il va y avoir un petit garçon qui va être enlevé et elle va aider à retrouver ce petit garçon et un dieu, une divinité, un kami qui va passer par là, va se rendre compte que cette fille a des aptitudes particulières forcément, sinon elle n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait. Et il va du coup lui donner une lettre d'admission pour l'école spécialisée dans les kami. Sauf qu'elle n'a aucun pouvoir, en tout cas si elle en a, elle ne sait pas les utiliser puisque on m'a toujours dit qu'elle n'en avait pas. Donc on va vivre du coup son périple dans cette école, à se faire à la fois des amis et des ennemis et à essayer de découvrir s'il y a des pouvoirs, lesquels sont-ils, puisque pour le moment, elle a, je sais pas, elle montre avoir 14-15 ans, elle n'en a jamais découvert aucun. Donc voilà. Et puis on découvre aussi d'autres personnages qui deviennent amis avec elle et on découvre évidemment leur pouvoir à eux, leur contexte familial et tout et tout. Voilà, on est sur un My Hero Academia un petit peu, sauf que au lieu d'avoir des super-héros, eh bien, on considère plus ça comme des divinités. J'ai bien aimé. J'ai d'ailleurs demandé à la médiathèque de me réserver la suite. Donc quand je vais aller les rendre, ceux-là, j'espère que la suite sera déjà de retour pour pouvoir les lire. Voilà. Hey, c'est moi, on est le jour 11 et comme vous l'entendez, eh bien, je garde ma nièce et elle m'a refilé 6 microbes. Donc je vais pas vous prendre pour très longtemps parce que là, clairement, on est sur une future extinction de voix. Donc je vais juste faire avec vous l'ouverture de la case 11. De toute manière, aujourd'hui, vu mon état et qu'il y a mes nièces, je pense pas que je vais faire grand chose. Je vais peut-être un petit peu lire, voire un petit peu regarder la télé tout simplement. Mais voilà. Je vais écrire, mais je pense pas que je vais écrire aujourd'hui. On est sur la suite de Keshuya Maid-sama pour le manga. Donc voilà, Cynthia m'a offert le tome 11. Normalement, si vous avez suivi les Vlogmas, vous savez de quoi ça parle. Donc, je vais pas vous en parler plus. Voilà. Donc, désolée, mais j'ai pas avancé au niveau de ma lecture, comme vous pouvez le voir. Par contre, hier soir, Cynthia m'a convaincue de me mettre à cette lecture-là. Donc, comme vous voyez, je suis un peu plus de la moitié. On est sur une romance de Noël. Autre un Grumpy Sunshine. La jeune femme vit dans son chalet. Elle va héberger toute sa famille pour les fêtes de Noël parce qu'il y a eu un problème. Et elle déteste Noël. Et en face, elle a un voisin, un nouveau venu. Et très clairement, ça
se passe très mal parce qu'il y a eu un quiproquo au début où il arrivait à son déménagement, il a cassé sa voiture à elle, même s'il a payé les frais et tout. Du coup, depuis 3 ans, elle lui en veut à mort. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que voilà. Ah merde, j'ai aussi le calendrier de bougies à faire. Alors. Je suis pas trop fan de ça. Je sais pas comment ça se dit. Sairo ou Cairion. Ouais, cumin patchouli. Déjà le patchouli, j'aime pas trop ça. Mais bon, celui-là, franchement, c'est vraiment pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, il en faut pour tout le monde. Donc comme on disait, le programme d'aujourd'hui, à mon avis, ça va être très chill. Je vais surtout regarder des vidéos YouTube. Peut-être bien regarder des romances de Noël. Peut-être même me mettre un audio, mais je vais pas faire grand chose parce que là je sens que ça commence à gonfler et c'est pas du tout agréable. Et serre-moi. Alors vous allez l'entendre à mon nez, mais je suis toujours malade. Donc c'est un vrai plaisir. Hier, je vous avouerai que j'ai pas mal comaté dans mon lit. J'ai regardé 2 téléfilms de Noël. C'était quoi? C'était Noël avec un prince et le deuxième, Noël sous les bravos, je crois. Un truc comme ça, des petits téléfilms. Donc le premier, comme le nom l'indique, ça va être une jeune femme du Queens, je crois, qui va faire une chorale parce que son père a un plat, donc du coup elle va le faire à la place de son père. Et il y a un prince qui va venir pour faire pianiste, sauf qu'il dit pas sa vraie identité. Ils vont tomber amoureux de l'un de l'autre, elle va découvrir sa vraie identité et qu'en plus il est fiancé à une autre, bref. Vous connaissez les trucs de base. Et l'autre, ça va être une jeune femme qui rêve, je vais réussir, hein, qui rêve de devenir chanteuse à Broadway. Ça fait 5 ans qu'elle est venue, mais elle n'arrive pas à percer dans le milieu. Donc elle a dit que si au bout de 5 ans elle n'y arrivait pas, elle retournait à Détroit dans sa ville originelle. Sauf qu'elle va rencontrer un gars, ils vont faire un spectacle de Noël, et elle va réussir à avoir des auditions, patati patata. Vous connaissez les bails. Donc j'ai fait ça, j'ai comaté dans mon lit, beaucoup. J'ai beaucoup toussé. J'ai un peu moins mal à la gorge, je vous avouerai, en ce bon matin. Mais par contre, j'ai le nez totalement pris. D'ailleurs, ça doit s'entendre, hein, je dois pas lire du nez. Voilà, on va dire que cette journée va encore être assez chill. Je pense que ça va être assez compliqué. Du coup, cette nuit, j'ai eu énormément de mal à dormir. D'ailleurs, là, vous ne le savez pas, mais il est extrêmement tôt. Ce qui m'arrive rarement. Mais, qui dit insomnie et... j'allais un peu mieux, donc j'ai réussi à finir ça. Noël, lutin glacé et voisin rôti. J'avais commencé à vous en parler, je pense, dans le précédent rush. On est sur l'histoire de Lily, qui est une jeune femme qui vit dans une... alors je sais plus si c'est Alaska ou... mais c'est un coin assez paumé. Si c'est au milieu de l'Alaska, voilà. Et qui se démerde toute seule depuis plusieurs années à rebâtir un petit chalet qu'elle a acheté. Et en face d'elle, elle a un voisin, Montgomery, qui a hérité de la maison de sa tante et... qu'elle ne peut pas avoir parce que quand il est arrivé, en fait le camion de déménagement il l'a embouti dans sa propre voiture à elle. Du coup elle lui en veut depuis ça. Mais on va découvrir qu'il y a évidemment bien d'autres choses pour lesquelles elle lui en veut, mais qui ne sont pas clairement dites et que même lui ne peut pas être au courant. Il y a tout un truc. Et Montgomery, lui à côté, c'est un jeune homme, enfin non, plus de la trentaine, mais qui est en train justement de reprendre sa vie en main. C'est pour ça que sa tante lui passe la maison, pour qu'il puisse commencer à redevoir une vie stable, avoir un emploi et pouvoir récupérer la garde de sa petite, surtout Mia qui a 4 ans. Et voilà. Donc on est sur ces 2 protagonistes-là. Et en fait, quand Mia va arriver, justement, elle va vouloir des décorations de Noël dans le jardin. Son père va céder, surtout pour le premier Noël où ils passent ensemble. Mais ça va déclencher une guerre entre Lily, qui déteste Noël, la voisine, et eux, du coup, qui adorent Noël. Et il va y avoir une guerre des décorations, mais pas dans le sens à qui en mettra le plus.
parce que du coup, comme je vous disais, Lily, elle est vraiment anti-Noël, et elle va mettre des dragons qui vont remplacer Melchior, Balthazar et Gaspard. Voilà, elle va en mettre 3 avec un petit berceau, avec un bébé qui ressemble à Montgomery. Enfin bref, eux, ils vont ramener un âne pour faire comme dans Shrek, et ils vont essayer de marier les dragons avec un âne. Enfin, vous voyez, c'est plutôt ce style-là de guéguerre et d'humour. Et du coup, ça a extrêmement bien pris avec moi. Je vous avouerai que les 50-70 premières pages, pour moi, étaient assez compliquées. La mise en place était un peu longue. Le personnage de Lily, au début, c'est très très compliqué. J'arrivais pas à m'attacher. Et je vous avoue que c'est surtout le personnage de Mia, la petite de 4 ans, qui met le petit grain de sel, qui met le petit piment là-dedans, qui fait des réflexions, hein, qui apporte une touche de fraîcheur, ça m'a embarqué. Donc voilà, je suis assez contente de cette lecture. Et puis la fin, par contre, j'ai à la fois aimé et à la fois j'ai été un petit peu plus mitigée, parce que arrivé à 40 pages de la fin, on a la réconciliation, le schéma classique et tout. Et je me disais, ben, pourquoi j'ai encore 40 pages à lire si tout se passe bien dans le meilleur des mondes? Et la chose qui se passe est à la fois très réaliste et du coup un peu longuet, parce que on est dans une romance de Noël, donc on s'attend à avoir un happy end tout joyeux, tout content. Et du coup, elle traîne à arriver, et je sais pas trop comment vous le dire sans vous spoiler. Donc très clairement, en fait, j'ai bien aimé le bouquin parce que justement, il y a des aspects qui sont apportés, qui sont assez réalistes, mais qui du coup, à contrario, apportent un peu trop de lourdeur justement, alors que pour une romance de Noël, on voudrait beaucoup plus de légèreté. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur. C'est une bonne lecture. Donc franchement, je recommande si vous voulez une romance de Noël avec une guéguerre entre voisins. C'est typiquement les téléfilms qu'on connaît. Je vais ouvrir aussi les calendriers de l'Avent. Alors je commence par le premier, où comme d'habitude, c'est l'ancien papier. On voit à travers ce que c'est. C'est Among Us et je sais quelle série c'est. Bright Story, le tome 4. Je ne vais pas vous faire le résumé, je pense que vous avez déjà vu les autres tomes que je vous ai précédemment dit, mais comme vous voyez, je vous avais dit, on a plusieurs couples qu'on suit justement au niveau des histoires de mariage. Et là, en l'occurrence, c'est 2 sœurs jumelles qui vont épouser, on les voit pas là, mais qui sont des vrais terreurs dans leur village, et qui vont sûrement épouser 2 frères, mais qui ne sont pas jumeaux, eux, c'est juste justement pour pas séparer les jumelles. Mais vous allez les découvrir dans ce tome-là, et franchement, c'est une petite poilade. Et ce qui est bien, c'est que les tomes ne sont pas concentrés sur un seul couple, en fait. Justement, ce qui est bien aussi dans l'histoire, c'est qu'on en croise plusieurs un petit peu partout à chaque moment, et il y a des liens aussi qui se font entre certaines familles, et c'est ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, le deuxième, qui pour le coup, je me demande si c'est pas la suite de Renversante. Vous savez, le tome où je vous avais dit, il y a un tome primaire et un tome collège. Parce que ça a l'air d'être le même papier et ça a l'air d'être le même format. Et je crois que j'ai raison. Voilà. Renversante, il y a encore du boulot. Donc voilà, ça c'est le tome 2 du coup. Je vous en avais déjà parlé, mais Renversante, c'est franchement quelque chose qu'il faut lire. On est sur une histoire où c'est en fait, c'est une matriarcat tout simplement. Tout a été remplacé par les femmes. On a ce qu'on appelle le féminal gaze. Les femmes ont droit de se balader à poil. Enfin, il y a plein de monuments qui sont avec des noms de femmes. Vous voyez par exemple là, à la piscine, la jeune fille elle a le droit de se balader sans maillot, mais pas les garçons. Enfin, des conneries comme ça. Parce que les tétons masculins, c'est sexualisé, nanani nanana. Enfin bref, tout est inversé dans ce monde-là. Et justement, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on suit 2 jumeaux, du coup, une jeune fille et un jeune garçon. Et la jeune fille se rend compte en fait des injustices que vit son frère, puisque lui est un garçon, il n'a pas les mêmes droits, il n'a pas les mêmes possibilités qu'elle. Et du coup, je vous ai dit, on avait la première version qui se passe au primaire, quand la petite sœur, enfin la sœur se rend compte de ce qui se passe avec son frère. Et des années plus tard, au collège, elle se rend compte que rebelote, malgré son militantisme, en gros, son frère est encore victime de discrimination. Et donc, vous allez suivre encore son combat pour l'égalité, pour que son frère ait les mêmes droits et les mêmes chances qu'elle. Franchement, moi, je la conseille vraiment, et à tout âge. Hein, je ne sais plus c'est à partir de quel âge. Non, là, ils ont 10 ans. Non, ils ont 15 ans dans ce tome-là et ils ont 10 ans dans l'autre tome. Donc, vous voyez, à partir de 10 ans, je pense, c'est typiquement le genre de lecture que je mettrai dans les mains de ma nièce, parce que c'est franchement hyper intéressant. Et voilà, c'est malheureusement encore actuel, bien que c'est inversé dans notre société.
Au niveau du programme du jour, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. Parce que là, très clairement, j'aimerais bien écrire, mais je suis pas sûre que je puisse parce que même si j'ai plus mal à la gorge, j'ai encore le nez hyper pris et c'est assez compliqué de réfléchir quand on est enrhumé comme ça. Donc l'écriture, je sais pas trop si je vais y arriver. Donc je pense que ça va être malheureusement encore une journée très peu productive. Après, si j'arrive à lire un livre, franchement, au final, est-ce qu'on ne sera pas un petit peu productif? Je ne sais pas. Mais il faut choisir quel livre. Et là, c'est le problème. Parce que j'ai encore Hors d'œuvre et préjugés que j'ai commencé. Mais je suis en train de réussir à me remettre dans les romances de Noël. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que je continue dans cette lancée-là? Je ne sais pas. Est-ce que je vais faire un sondage sur Insta? Je ne sais pas. Là, je vous avoue que je suis un peu à l'ouest.